Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Robert Ophèle, le président de l'autorité des marchés financiers. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous en direct sur Boursorama. Euronext nous dit que le nombre d'investisseurs individuels en Europe depuis le début de la pandémie, chiffre sorti le mois dernier, a doublé. Investisseurs individuels. Au-delà d'expliquer ce phénomène, est-ce que vous pensez qu'il est durable? C'est ça le sujet. Est-ce que ce retour en force, quand même un doublement en 18 mois, c'est pas rien, est-ce que c'est durable selon vous? C'est à nous de le rendre durable. Et moi, ce que j'observe, c'est que ce sont des gens qui ne font pas un investissement. Depuis quelques mois, où ils sont venus en bourse, ils viennent régulièrement avec des opérations nombreuses. C'est pas pour faire un coup, quoi. C'est pas pour faire un coup. Et donc, il y a une pédagogie qui s'installe parce qu'ils comprennent progressivement comment fonctionnent les marchés. C'est vrai que nous avons été sur des marchés qui étaient en croissance. Ça aide, donc, ça aide. Évidemment. Le vent est porteur. Évidemment. C'est quand on a le vent de face qu'on se rend compte. Évidemment. Donc, à nous aussi d'avoir, à nous tous, d'avoir une communication adaptée aux circonstances, aux risques qui sont pris et d'essayer de fidéliser ces nouveaux investisseurs. Qui sont plus jeunes. Qui sont plus jeunes, plus actifs. Ils ne sont pas jeunes, ils sont plus jeunes. Oui. Oui, parce qu'il y a des nuances entre les deux. Oui. On a le profil. On a plus de la moitié au moins de 45 ans. Ouais. On est à peu près un quart à moins de 35 ans. Ouais. C'est très significatif, souvent pour des montants qui sont plus modestes. Ce qui est normal. Mais ce sont les premiers pas. Il faut les accompagner sur le long terme. Et vraiment avoir en tête que les investissements en bourse sont avec une logique de moyen terme. Ouais. De moyen terme. Et c'est ceux qui viennent juste pour acheter du Tesla en se disant je vais faire un coup à acheter du Bitcoin, ceux-là, il faut leur rappeler que c'est à leurs risques et périls. Exactement. Exactement. Et la volatilité est parfois forte. Et elle peut être encore forte. Forte et affolante. Sur le Bitcoin, c'est montagneux. Oui, mais enfin le Bitcoin, ça, moi je ne sais pas ce qu'on achète. Mais, bon, ouais. Aux États-Unis, ce qui est intéressant, quand on voit le poids des investisseurs individuels, ils peuvent représenter jusqu'à 32% des volumes sur les actions. 32%, Robert Ophèle. Oh, bon, nous en Europe, on est à 5%, donc on est un peu plus loin. Est-ce que c'est imaginable, ou même, j'ai envie de dire, souhaitable, qu'on se rapproche des standards américains avec des ménages qui pèsent un tiers des volumes? Est-ce que c'est quelque chose de souhaitable ou pas d'ailleurs? Je crois qu'il faut avoir en tête que le régime aux États-Unis est très différent de celui que nous vivons. En particulier, comment on finance sa retraite. Ouais. C'est totalement clé. Aux États-Unis, financer sa retraite, c'est investir en partie en bourse. En Europe, nous avons des systèmes de protection sociale qui sont différents et donc par construction, au mieux on passe par des fonds de pension. Ouais. Bon. Après, il y a encore une fois cette croissance du nombre d'investisseurs qui s'explique aussi par beaucoup de plateformes de trading qui ont été lancées, grand public. Est-ce que vous attirez le fait à l'AMF, justement, sur le fait qu'il ne faut pas choisir n'importe quelle plateforme, qu'il y a beaucoup de sites frauduleux et que... Alors c'est un sujet, ça. C'est un sujet, et je dirais c'est un sujet pour tout le monde. Et en particulier en Europe, pour toutes les autorités de supervision européennes. Parce qu'on est en libre prestation de services en Europe et que ces plateformes, elles sont parfois localisées dans n'importe quel pays de l'Union. Donc c'est très important d'avoir une approche homogène au niveau, et nous la préparons au niveau de l'ESMA, ce sont vraiment des sujets d'intérêt l'ESMA, c'est l'AMF très forts. L'autorité européenne des marchés. Parce que ce que l'on voit, c'est qu'il faut bien comprendre là où on investit. Quand on vous explique qu'il y a 0 commission, il y a un problème. Il faut ticker. Le free lunch, c'est pas quelque chose. Voilà. Comment ça se passe? Alors, comment la plateforme assure son équilibre? Il y a des systèmes dans lesquels ce qui est très important en Europe, c'est ce qu'on appelle assurer la meilleure exécution des ordres. Est-ce que les plateformes
permettent la meilleure exécution des ordres, c'est-à-dire l'ordre que vous passez, est-ce qu'il est vraiment passé au meilleur prix? C'est la contrepartie de la gratuité apparente de l'ordre, c'est ce qu'on appelle le payment for order flow, c'est-à-dire qui est très répandu aux États-Unis, oui, j'allais le dire. Mais qui est en principe pas autorisé en Europe, mais il faut regarder de plus près. Le payment for order flow, c'est-à-dire je fais ma transaction sur une plateforme, la plateforme collecte les ordres et les vend ce flux à un broker. Un broker, et après... C'est tout le succès de Robinhood aux États-Unis. C'est un sujet on pourrait parler de Robinhood de préoccupation en Europe. En principe, non. En principe, non, parce que précisément, en réalité. Les règles... le diable est dans les détails dans ces affaires. Ce que nous sommes en train de faire en Europe, dans le cadre des autorités de régulation, c'est de regarder de plus près tout cela. Il y a quelque chose, par exemple... Pour le consommateur. Pour le consommateur. L'idée, c'est de protéger, encore une fois, le consommateur et le bon fonctionnement du marché. Parce que la formation des prix nécessite que les ordres d'achat et de vente soient... Un point que je peux évoquer, c'est on commence à voir, vous achetez pas une action, mais une fraction d'action. On vous vend des petits bouts d'action. En fait, vous êtes propriétaire d'un petit bout d'action. Il y a une plateforme qui vous propose un petit bout d'action. Tout ça pour un ticket d'entrée plus faible. Pour un ticket d'entrée plus faible. Et en fait, vous avez une créance sur la plateforme. Vous n'avez pas le titre, parce que les dixièmes de titre... Donc il faut s'assurer que la plateforme soit solide. Voilà. Ça s'appelle le risque de contrepartie. Et tout ça doit être absolument clarifié au bénéfice de tout le monde. Et si vous me permettez, je vais faire une observation, parce qu'on voit, il y a une tendance... autrefois, quand on allait en bourse, on était conseiller. Et le conseil, c'est très très encadré maintenant pour que précisément le conseil soit adapté aux besoins. Il y a une tendance à sortir du conseil. Parce que le conseil, c'est un peu lourd. C'est un coût. C'est un coût pour aller en réception transmission d'ordre. Parce que les épargnants, les investisseurs, ils veulent payer moins cher aussi. Ils veulent payer. Parfait. Enfin, parfait. C'est pas forcément au bénéfice des investisseurs, mais simplement, il y a une pédagogie qui doit être très différente. Pour ces investisseurs particuliers qui vont en direct, il faut notre effort collectif d'éducation financière, pour bien qu'ils comprennent les risques et les mécanismes qui sont derrière, doit être renforcé. C'est ce qu'on essaie de faire évidemment ici sur Boursorama. On parle des introductions en bourse. Le sujet est lié évidemment de vos épargnants, mais pas seulement. Elles se multiplient encore une fois cette année. Est-ce que pour vous, ce retour des IPO, comme on dit, après une année 2020 catastrophique, mais c'est normal, c'est une bonne chose? Ah oui, bien sûr. Bien sûr, c'est une bonne chose parce que... Parce qu'en même temps, il y a à boire et à manger quand on voit les résultats. Oui, mais il faut s'extraire du court terme. C'est vrai. Mais on a eu une année qui a été une année de financement de l'économie par la dette. Nous avons considéré qu'il fallait rééquilibrer les choses. Et nous voyons cette année des renforcements de fonds propres significatifs. Et là, la bourse retrouve tout son sens. Parce que, quand on achète une action du CAC 40, on ne finance pas l'économie réelle. Par contre, quand on souscrit une augmentation de capital, comme on a vu, Aramis, 250 millions d'euros de levée pour 2 milliards de capi, Believe qui a levé 300 millions. On se dit que ça permet de financer l'économie et les entreprises. Exactement. C'est la bourse comme on l'aime, c'est ça? Exactement. C'est l'objectif de la bourse, d'assurer le financement en fonds propres de l'économie, tout particulier, pour qu'elle se développe. Alors après, il y a toujours des problèmes de valorisation, il y a des hauts et des bas. Peu d'IPO sont des succès depuis le début de l'année sur la Bourse de Paris. On vous en conviendrait, HRS, Believe, Obiz, tout ça c'est dans le rouge. Vous me direz, encore une fois, c'est le court terme, j'en ai conscience, mais voilà. Après, la Française des Jeux, c'est le contre-exemple. Ça a doublé depuis l'intro fin 2019. Non mais voilà. Oui. Il n'y a pas de garantie, ça veut dire. Et quand on regarde ces sociétés qui se sont introduites en bourse, elles ont présenté des projets pour l'avenir, avec des perspectives à 2, 3, 4, 5 ans. La volatilité est automatiquement beaucoup plus forte, parce que l'incertitude est plus forte. Après, il faut savoir... Après, c'est le choix de la valorisation aussi qui a été adopté, peut-être un petit peu trop haut, quand les marchés sont haussiers. Mais exactement, quand les marchés sont haussiers, on
on a une tendance à avoir des valorisations élevées. Mais toutes les valeurs que vous venez de citer, elles ont pour la plupart perdu, mais non, oui, c'est quelques pourcents. Voilà, on est à moins de 10%. Soyons oui, il faut le dire, C'est un peu excessif ou provocateur quand je dis qu'acheter une action du CAC 40, ça ne finance pas l'économie réelle. J'ai fait exprès de le dire comme ça. Je ne vous ai pas relevé, mais il y a des augmentations de capital aussi. Parce que j'ai dit, j'ai acheté une action sans que ce soit une augmentation de capital. Non, mais il n'y a pas de marché primaire sans marché secondaire. Ah, c'est vrai ça. Donc, s'il n'y a pas de liquidité, s'il n'y a pas des échanges, s'il n'y a pas des choix... L'un sert l'autre. Les deux, on ne peut pas les dissocier. Et tout se tient. Spartoo d'ailleurs a annoncé, puisqu'on est dans l'actualité, spécialiste des chaussures et de la mode, qui va lancer son introduction programmée pour je crois, la semaine prochaine, OVH Cloud, une cotation l'automne si tout se passe bien. Juste, quelques instants, le rôle, Robert Raphaël, de l'AMF là-dedans. Dans quelle mesure vous informez, vous protégez les épargnants? Sans faire un cours magistral. Les prospectus sont revus. Et avec un dialogue très fort avec les émetteurs ou ceux qui s'introduisent, afin que précisément toutes les informations pertinentes y soient. Ni plus, ni moins. Ni plus, parce qu'autrement on noie le lecteur, ni moins, parce que nous ne sommes pas juges de la valorisation dans ces cas-là. Nous ne sommes pas juges de la valorisation. Par contre, nous sommes juges de la qualité de l'information qui est donnée. De la transparence. De la transparence. Et selon les dossiers, ça va très vite ou un peu moins vite. Et, vous en retoquez on ne le voit pas parce que j'imagine qu'il y a des allers-retours avec l'AMF et qu'au final, oui, il y a un processus on y arrive toujours. On y arrive toujours, mais ça prend parfois un peu plus de temps dans certains cas. Ouais. Mais on y arrive toujours. Un peu plus de temps, c'est quoi? Je ne me rends pas compte en termes de calendrier. Non, mais ça peut être quelques jours. Pour les bons élèves oui. 1 à 2 semaines. Ah oui, d'accord, ça va. Ah ben, non, parce que quand on a l'intention de s'introduire ou de faire une augmentation de biens, il faut aller vite. Et nous avons le souci d'aller vite. Aussi. Mais il faut pouvoir assurer quand même la qualité de l'information qui est donnée. Bon, la finance verte, autre sujet que je voulais aborder avec vous parce que l'heure file. La finance verte, les fonds durables, les fonds ESG, enfin tout ce qui intègre des critères non financiers, extra-financiers. Comment est-ce que les boîtes polluent moins, réduisent leur empreinte carbone, comment est-ce qu'on fait attention au bien-être des salariés, comment est-ce qu'on fait pour qu'il y ait des contre-pouvoirs au sein de l'entreprise, c'est ce qu'on appelle l'ESG. Tout ça, le vent en poupe, il y a beaucoup d'argent qui vient de se déverser sur ce type de fonds. Et il y a cette question en toile de fond qui est toujours dans la tête de beaucoup d'épargnants, c'est est-ce que finalement je ne vais pas gagner un peu moins? Ok, j'ai bonne conscience, je sais que je fais du bien à la planète, mais quelque part je vais gagner moins. Est-ce qu'aujourd'hui on a assez de recul pour dire que les fonds ESG, honnêtement, ça rapporte autant, voire peut-être même plus parfois? Il y a une telle diversité maintenant de fonds ESG que c'est assez difficile d'avoir une réponse unique. Globalement, ça ne rapporte pas moins. Ça ne rapporte pas moins, globalement. Après, on a beaucoup de cas de figure parce qu'il y a des secteurs qui sont une grande différenciation par secteur. On est au milieu du gué. Il y a toute la vague de demandes que vous venez d'évoquer et tous nos standards ne sont pas aboutis. Tous nos standards ne sont pas aboutis. Ils ne sont pas aboutis parce qu'ils n'ont pas de sens au niveau... Enfin, ils ont un sens limité au niveau national. Donc il faut les développer au niveau européen, voire au-delà. Mais pour l'épargnant français qui aujourd'hui se dit, voilà, dans mon contrat d'assurance vie, j'ai envie de mettre des fonds durables, des fonds responsables, comment je fais pour les choisir? Dans le maquis de labels, de trucs, de machins, comment c'est? Nous, ce que l'on dit, ce que nous avons développé en France, sans attendre l'Europe ou le reste du monde, c'est que lorsque vous commercialisez un fonds, donc gestion collective, commercialiser un fonds d'une manière ou d'une autre, en unité de compte ou en direct, en mettant en avant les critères ESG, nous exigeons, et nous le vérifions, si vous le mettez en avant, dans une brochure, on met juste les termes ESG, on met le quand vous le mettez quand vous le mettez en avant en disant « je vous vends un fonds ESG », nous exigeons un certain nombre de choses. Qui n'est pas tromperie sur la marchandise. Qui n'est pas tromperie c'est-à-dire que vous vous engagez, ce n'est pas une intention, vous vous engagez à faire des choses et ce que vous faites est exigeant. Ce n'est pas à la marge. Donc nous le vérifions
nous le vérifions. Et maintenant, toute la gestion collective en France qui se commercialise en mettant en avant des critères ESG, en mettant en avant comme étant l'argument de vente, nous vérifions à l'AMF. Et certains vous rétorqueront, Robert Ophèle, que dans des fonds ESG, on peut avoir des chimistes, on peut avoir des pétroliers, du Total ou autre chose. Et ils vous diront, attendez, j'ai un produit ESG et pour autant, j'ai l'un des plus gros pollueurs de France. Non, C'est possible ou c'est pas possible, ça? En avoir, c'est combien? Enfin, je veux dire, tout est dans la nuance. Mais sur le fond du fond, les fonds ESG aujourd'hui en France qui se commercialisent en tant que tels auprès des particuliers sont des fonds qui ont un véritable engagement et cet engagement est un engagement à un niveau de respect de ces critères qui est élevé. Vous avez la conviction qu'une entreprise qui est attentive à sa responsabilité sociale, sociétale, environnementale, ma foi, elle est mieux gérée, elle est plus efficace. Parce que c'est ça, parce qu'il y a des fonds, mais derrière des entreprises. C'est une partie de l'axe de développement d'une entreprise. Ça ne peut pas le résumer en totalité. C'est une partie. Ce que je sais, c'est que si vous n'avez pas développé cette dimension-là, vous allez avoir un gros problème dans les années qui viennent. Donc c'est une dimension incontournable. C'est nécessaire, mais c'est pas suffisant. Il faut que vos produits soient... Oui, il faut que les résultats financiers suivent aussi, évidemment. Il faut qu'il y ait le meilleur des deux mondes. Voilà. Non, mais c'est nécessaire. Donc en tout cas, aujourd'hui, l'épargnant qui nous regarde, il est bien protégé quand on lui propose un produit estampillé ESG. L'émetteur, la société de gestion ne peut pas faire n'importe quoi. Non, nous y veillons sinon, vraiment. Elle est rattrapée par la patrouille. Absolument. Et elle a quoi, d'ailleurs? D'abord, on vérifie au fil de l'eau. Au fil de l'eau, c'est pas... Il y a tellement de fonds. Mais oui, la France est un pays, je crois, il y a 12 000 fonds. Ouais. Pas 12 000 fonds ESG, 12 000 fonds. Mais pas 12 000 fonds ESG. Pas encore, ça va venir. Mais comment vous faites d'ailleurs pour screener tout ça on ne le fait pas à la main. Et après, c'est l'intelligence artificielle. On développe beaucoup à l'AMF. L'AMF est une institution qui a relativement peu de personnes, mais qui a un recours très fort aux outils d'intelligence artificielle et de données. Mais on a un dialogue très, très permanent avec les sociétés de gestion sur les fonds qu'ils développent. Et ils viennent, on les suit en et c'est ceux qui font du greenwashing, qui ripollinent la façade sans vraiment derrière... Là, nous pourrions les sanctionner. Nous pourrions les sanctionner, vous savez, on fait des contrôles. Et la sanction, ça ressemble à quoi? Les contrôles, l'AMF, on fait un contrôle, on fait un rapport, on écoute ce que la société a à nous dire, le collège délibère, si on considère qu'il y a un sujet, on fait des corrections. Ça c'est toujours des corrections, mais on fait une notification de grief, et ça peut aller à la commission des sanctions qui va prendre les sanctions appropriées. Entité différente du collège, nous sommes l'autorité de poursuite, et là l'autorité qui décide de la sanction, commission ad hoc, et la sanction, elle est financière ou elle est disciplinaire. Et réputationnelle aussi. Et réputationnelle, parce que par exemple, lorsque la commission des sanctions traite un sujet, c'est toujours en audience publique. Bon. Avec des journalistes. Oui, on est là pour assister à ça. Robert Ophèle, dernier point juste, puisque c'est l'été, c'est ceux qui vont partir en vacances, qui vont peut-être voir passer des ordres, je ne sais pas. Quels sont, au-delà de ça, les pièges qui menacent les épargnants aujourd'hui, dans ce que vous voyez, que ce soit encore des sites frauduleux, je ne sais pas. Quels sont les pièges? On voit dans ces périodes toujours une montée en puissance des sites frauduleux. Il y en a toujours de plus en plus. Il y en a de plus en plus. Mais c'est une industrie. C'est une industrie, le site frauduleux. À l'AMF, on a des listes noires et des listes blanches. Regardez les listes blanches. On a les prestataires, par exemple, de services sur actifs numériques. C'est beaucoup de questions autour de ça.
nous avons une liste blanche AMF. Aujourd'hui, on a 19 prestataires de services d'actifs numériques qui sont enregistrés par l'AMF. Et sur la liste noire, il y en a combien? Long comme... Non, mais les listes noires d'abord sont jamais exhaustives. Ouais, bah oui, sont jamais exhaustives. Alors elles permettent d'alerter, mais il faut les regarder. Mais dans certains cas, allez voir les listes blanches. Travailler avec quelqu'un qui est sur une liste blanche. C'est jamais une garantie absolue, mais quand même. Ouais. Un épargnant doit se méfier quand on lui dit qu'il n'y a pas de risque, quand on lui dit qu'il est sûr de gagner. Mais il y en a qui se laissent encore piéger. C'est la patte du gars. Bon, on n'est pas là pour juger, mais les techniques aujourd'hui, juste et on finit là-dessus, Robert Ophèle, techniques aujourd'hui pour essayer de pigeonner les épargnants. Ils sont très habiles. Ils font des clones des sites qui existent. Ah ouais, donc un MeToo, quoi. À s'y tromper, enfin même, voilà. À s'y tromper. C'est très... Donc, prenez vos précautions et moi, pour dire, parlez-en à votre banquier. Ouais. Ça sera le conseil de fin de cet été. Parlez-en au banquier. Merci d'avoir été avec nous. C'est toujours un plaisir. Robert Ophèle, le président de l'autorité des marchés financiers, l'AMF, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci beaucoup. À bientôt. Merci à vous. Bonne suite.